Nous sommes le 24 octobre. Il est précisément 14 h. Vous pourriez croire qu'on part en promenade avec Goliath, mais vous avez déjà vu que la petite Turtle nous rejoint. Et voilà. Et donc, nous serons au moins 3. Et puis, je pense que... Eh oui, voilà. Vous avez vu là ce qui se passe? Eh oui. Donc, le petit Oxo est prêt aussi. Donc, nous allons faire une promenade à 4 avec toutes ces bestioles. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi de shooter ici chez moi, Kleiner Shade, et d'utiliser mon GSM en... Ah ben voilà. Voilà Oxo qui est totalement déchaîné. Alors, je pense qu'il grimpe dans l'arbre ou quelque chose du genre. Hein? Ah oui, il est dans l'arbre. Oui. Voilà, on n'a rien trouvé de mieux. On grimpe dans les arbres. Hein? Oxo. Donc, vous voyez, il y a un peu du spectacle. Alors, je trouve que ça vaut la peine. Comme ça, vous m'avez beaucoup vu dans les dernières vidéos. Trop, me dit-on. Bon, ben, voilà. Donc maintenant, vous allez voir des quadrupèdes qui sont particulièrement... Et voilà la petite Turtle qui suit, discrètement, mais sûrement. Et c'est... Voilà, ça c'est mon quotidien. Des promenades maintenant avec un chien et 2 chats. Voilà, maintenant c'est la règle. Turtle se joint à nous. Oxo n'est pas très content. Il n'apprécie pas toute cette affaire-là. Ouh là 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 là. Qu'est-ce que c'est? Ouh là 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 là. Oh, il est déchaîné. Il est déchaîné. Je crois que vous allez en avoir pour votre argent. Bon, d'autant plus que ce service est gratuit. Bon, bah, écoutez, on va certainement être un peu interrompu, donc je ne traîne pas davantage. On va voir ce qui se passe. Probablement des petits jeux intéressants. J'essaierai de vous les montrer sans m'interrompre, comme ça. Ceux qui veulent voir les images voient les images. Ceux qui veulent écouter mes informations les écoutent. Et il y en a pour tout le monde. Mais je dois rester concentré. Donc, nous reprenons la saga thyroïdienne. Ok, ça, il est temps. Nous l'avons interrompu avec 4 vidéos sur le sommeil, avec une transition pour basculer d'une saga à l'autre qui consistait à vous faire apparaître l'importance de l'équilibre thyroïdien dans la qualité du sommeil, et ça va dans les 2 sens. Hein? Et donc j'insiste, trop de thyroïde et trop peu de thyroïde. Là encore grimpé dans un autre arbre. Trop et trop peu de thyroïde vont avoir le même effet sur le sommeil. Hein? Donc je vous ai fait une vidéo là-dessus, je vous ai montré des références scientifiques indiscutables. N'oubliez pas, parce que c'est ça le problème, les gens reviennent toujours à ce qui paraît logique, c'est-à-dire que l'insomnie vient de trop de thyroïde. Eh bien non, ça peut venir aussi de trop peu d'hormones thyroïdiennes. Okay? Donc, il faut bien réfléchir, et ce sont des jeux subtils. On ne parle pas évidemment d'hyperthyroïdie majeure. Bon là, c'est clair que ça donne de l'insomnie. Mais quand on est autour de l'équilibre un peu trop haut, mais aussi un peu trop bas, eh bien, on a aussi de l'insomnie. Donc il faut parfois faire des petits essais. Il faut parfois refaire un petit bilan thyroïdien simple, de base, et essayer de s'y retrouver. Ok. Bon. Alors, le sujet du jour ici est d'un autre tonneau, mais forcément tout ça est lié. Donc, dans toute la... Alors, vous entendez des bruits de cavalcade, ça c'est l'Oxo qui est hautement déchaîné. Et la présence de Turtle contribue à cette nervosité incontestable. Le pauvre Goliath avec tous ses chats. Hein. Bon. Enfin bon, il tient le coup. Donc cette nouvelle
opus thyroïdien va se focaliser sur trop ou trop peu de T3 et surtout quand même trop. Hein. La T3, vous savez, c'est la lyotyronine, c'est l'hormone thyroïdienne active, celle qui se fixe sur les récepteurs. C'est pas rien, c'est quelque chose de très puissant. C'est quelque chose de vraiment multifonction, puisque les récepteurs à la T3, ben, il y en a dans tout le corps humain. Dans toutes les cellules du corps humain, il y a des récepteurs à la T3 au niveau du noyau des cellules, et donc ce n'est pas une mince affaire. Il faut quand même toujours être très prudent avec la T3. Hein. Moi, je suis quand même un peu étonné de voir certains qui donnent facilement de la T3. Alors, je vais vous donner un petit truc d'entrée de jeu. Donner de la T3 chez un patient qui visiblement a besoin d'un soutien thyroïdien et la donner avec de la T4, par exemple sous forme soit d'extrait naturel qui forcément combine T4 et T3 comme on le voit dans la glande thyroïde porcine ou bovine, et humaine d'ailleurs, ou alors donner de la T4 et de la T3 via des produits tels que le Thyral ou le Novotyral. Tout ça fonctionne. Tout ça fonctionne bien. Au début, oui, on peut... Alors, moi, je ne fais jamais ça. Je fais d'abord toujours au cas par cas. Pas de protocole, pas de règles strictes, ni fixes. Et puis, il y a Turtle qui est là quelque part, qui arrive. Et je ne la vois plus, mais je l'ai vu il y a une minute. Et donc, je fais au cas par cas. Et il y a des cas où, ma foi, on peut donner de la T4 et on a un bon résultat. Mais alors, les chiffres le suggèrent. Mais souvent, au début, c'est vrai que l'aide qu'on apporte aux patients est plus flagrante, plus spectaculaire, plus rapide en donnant une combinaison T4-T3. Mais ça, c'est quand même parce que, comme ces patients ne vont pas bien, déjà, vous savez, pour s'embarquer dans un processus de médecine fonctionnelle, ils sont certainement déjà passés par d'autres étapes. Bon, ça traîne, ce sont des plaintes qui se chronifient. Il n'y a pas eu de solution qui ait pu les soulager, et donc ils débarquent chez vous. Ben, bon, s'ils ne sont pas bien, leur conversion T4 en T3 n'est pas bonne, ne serait-ce qu'à cause du stress et du mal-être. Okay, donc, on va presque toujours tomber sur le bénéfice d'un peu de T3. Bon, soyez prudent, mais d'un peu de T3 au départ. Donc le problème n'est pas tellement au départ, le problème il vient après. Alors après combien de temps? Ça c'est une autre paire de manches, une cavalcade dans les bois, là je ne vous dis pas la vitesse. Et après quelques semaines, quelques mois, voire quelques années, hein, tout ça est possible. Mais en général, évidemment, c'est plutôt des semaines ou des mois, mais des réactions qui commencent à devenir négatives à la T3 peuvent aussi survenir après des années. Et c'est d'ailleurs les plus vicieuses, parce que finalement, on s'installe, on s'endort sur un traitement T4, T3 qui n'est pas adéquat à long terme, qui a été bienvenu, bénéfique, apprécié par le patient au début, donc il y croit dur comme fer, le médecin aussi. Mais en fin de compte, ça tourne aigre, avec des effets secondaires, des palpitations, des arythmies. Et alors le plus ennuyeux, c'est quand même des fibrillations auriculaires. Hein. Ça, c'est quand même une faute médicale de donner trop d'hormones thyroïdiennes, typiquement trop de T3, et de se retrouver avec des fibrillations auriculaires. Ça va pas. Hein. Ça va pas. On ne peut pas accepter ça. Or moi, j'en ai subi, parce que j'ai appris aussi par ces problèmes. Hein. Je ne vais pas dire que ça m'est jamais arrivé, pas faire le malin. Ça m'est arrivé aussi. Mais ça m'arrive plus, je peux dire, ou en tout cas beaucoup moins, ou alors il y a d'autres causes,
comme ces vaccins Covid, là où j'ai eu 3 patients qui font des hyperthyroïdies auto-immunes de courte durée, ça rentre dans l'ordre. Mais évidemment, là, il y a des arythmies, mais qui ne sont pas dues à mon traitement, qui sont dues à ce dérèglement du système immunitaire suite à au choc immunitaire qu'occasionne le vaccin, et qui apparemment est transitoire, mais bon, tout ça reste un peu à analyser, à étudier et à comprendre. Donc, ce risque de fibrillation auriculaire doit absolument être évité. Alors, évidemment, on pourrait le voir venir en ayant des dosages et en voyant que la TSH s'effondre, que les marqueurs de T3 galopent, que ce soit dans le sang, T3 libre, éventuellement dans les urines, voir aussi la chute du cholestérol qui serait non en adéquation avec la diète, qui par exemple resterait la même, et puis on voit le cholestérol qui baisse. Tout ça, ce sont des signes d'alerte que la T3 est en train de s'emballer. Mais on n'a pas toujours des tests, vous comprenez? Et puis comme je ne sais pas vous donner la moindre information sur la durée, est-ce que c'est des semaines, des mois, des années? On ne peut pas soumettre les patients à un bombardement de tests pour voir venir les problèmes. Et donc là, j'ai une piste intéressante à vous proposer qui me semble très peu utilisée par mes confrères, y compris par les médecins fonctionnels. En tout cas, pas ceux que j'ai formés, je les alerte là-dessus, mais en général. Et c'est d'aller génotyper le gène DIE2, déiodinase 2. Je vous renvoie à des capsules que j'ai faites sur ce génotype qui sont sur ma chaîne YouTube, parce que je ne vais pas redire tout ça. Ce n'est pas le but aujourd'hui. Mais ce génotype est utile. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il n'est pas fondamental. Baser un traitement thyroïdien, par exemple, donner de la T3 d'office sur base d'un DIE2 variant, hétérozygote, donc là ce serait TA, voire homozygote AA, ne me paraît pas une bonne idée. Le génotype DIE2 fait partie d'un ensemble de données qui doivent d'abord être cliniques, comme toujours, et puis alors tous les tests dont on a parlé maintes fois dans cette série sur la thyroïde. Et ce génotype, voilà, est un élément parmi d'autres. Ce n'est pas un élément décisif, c'est même un élément que je dirais de deuxième rang, qui d'ailleurs est contesté. Vous savez, il y a beaucoup de controverses sur la pertinence de l'utilisation du génotype DIE2 sur Internet et dans la communauté scientifique, en particulier des endocrinologues mainstream. Bon, heureusement, il y a le professeur Bianco aux États-Unis, qui est quand même un thyroïdologue éminent, qui a présidé, ou président encore, je ne sais pas, je crois qu'il a plutôt présidé l'American Thyroid Association, donc c'est le top du top là-bas, et qui lui est quand même très intéressé par le génotype DIE2. Mais le problème, c'est que, comme toujours, comme il s'agit de références scientifiques, de publications, et des études, etc., et alors les études ont du mal à montrer la pertinence de génotype DIE2. Maintenant, ces études ne me paraissent pas très bien faites. Par exemple, je crois qu'on aurait tout intérêt à étudier plutôt les homozygotes variants, qui eux ont, je trouve, d'après mon expérience, vraiment un problème de conversion T4, T3, que les hétérozygotes, chez qui finalement le problème est quand même mineur. Bon, par exemple, je suis hétérozygote, je n'ai pas besoin de beaucoup de T3. Et donc, si ça se trouve, la T3 dont j'ai besoin... Bon, Goliath, non, parce que là, il y a des vaches. Alors, tu vas nous faire des bêtises. Non. Allez, viens. Et donc,
Regardez comme il fait beau aujourd'hui. C'est pas... Ça, c'est du mois d'octobre, hein, ça. Et alors, on ne voit plus la petite turtle. Je sais pas. Est-ce que Oxo l'a dégagée sans que je m'en rende compte? Il regarde aussi si elle apparaît. D'habitude, elle nous rejoint à un moment donné. Bon, bah écoutez, je la reverrai au retour. Hein. Elle va être là dans le bois à nous attendre. Nous, on continue. Goliath, viens, on va par là en bas. Allez hop. Oui. Grosse promenade aujourd'hui. Et donc, ce génotype DIO2 n'est pas prouvé. Ok, il y a de la controverse et donc il faut, Goliath m'entortille, il faut y aller mollo. N'empêche que, et là j'ai une grosse expérience, j'ai probablement 1700 ou 1800, plutôt 1800 maintenant, génotypage DIO2, j'ai une grosse expérience, je vois clairement que les patients qui au départ sont bien avec des cocktails T4, T3 et qui maintiennent ça, tout le monde est content, comme je le disais tout à l'heure, le patient et le médecin, et qui maintiennent ça indéfiniment, eh bien, s'ils ont un génotype DIO2 sauvage, j'ai failli dire normal, il n'y a rien de normal, ou d'anormal, c'est sauvage ou variant. S'ils ont un génotype DIO2 sauvage, donc TT, et qu'ils ont ces produits qui sont quand même assez fortement dosés en T3, parce que ce soit le Novotiral, le Tiral, l'Armour thyroïde, l'Erfa thyroïde et les autres extraits porcins, voire bovins, à propos de bovins, enfin ceux-là ils ont toujours leur thyroïde. Bon, en fait, les thyroïdes d'animal, on ne sacrifie pas les animaux pour leur piquer leur thyroïde et en faire des extraits. Hein. C'est ce qu'on récupère évidemment dans les abattoirs, vu que, a priori, on n'utilise pas la thyroïde. Quoique, il y a une épidémie aux États-Unis d'hyperthyroïdie dans une région, parce que les burgers dont les Américains sont friands étaient... contenait assez bien de thyroïde et il y a toute la région qui a commencé à présenter des signes d'hyperthyroïdie. Alors bon, je pense qu'il faut plus en rire qu'en pleurer, mais enfin, vous voyez. Bon, en général, les extraits viennent de thyroïde récupérés qui auraient été perdus de toute façon. Donc, c'est pas, sur ce plan-là, c'est pas un vrai problème. Et sur le plan sanitaire, bon, les gens viennent me harceler et me dire et quid de l'encéphalopathie bovine, la maladie de Creutzfeldt-Jacob, est-ce que je ne vais pas attraper ça avec mon extrait thyroïdien de porc? Je dis d'abord, le porc, bon, n'a pas encore eu de problème. Serait-ce même de bœuf? Alors, je leur demande, mais est-ce que vous mangez du jambon? Ah ben oui, pourquoi je ne peux pas manger du jambon? Je l'ai ici, mais alors pourquoi est-ce que vous m'embêtez avec les quelques milligrammes qu'il y a dans votre traitement, hein, alors que vous mangez du jambon à gogo? Oui, enfin bon, ce qu'il ne faut pas entendre. Enfin bref, ne nous égarons pas. Et donc, ces produits, que ce soit les extraits, que ce soit les traitements classiques Tiral, Novotiral, ils sont quand même fort dosés. Je vous rappelle qu'ils contiennent un cinquième à peu près à la grosse louche de T3 par rapport à la T4, alors que, et ça c'est ce qu'on trouve chez le porc, chez le bœuf c'est un huitième, mais chez l'humain c'est un 13e. Donc il y a trop de T3 chez ces animaux par rapport aux humains. Donc à long terme, on n'est pas dans un soutien de type physiologique. On est dans quelque chose qui est quand même déséquilibré. Alors, il est probable que ça convienne à long terme à des patients qui sont de mauvais sujets pour convertir T4 en T3, comme les génotypes DIO2 AA, hein, homozygote variant,
voire chez des méga stressés qui vont jamais vraiment se retrouver sereins, même quand le traitement est bien ajusté, qui vont toujours avoir une certaine difficulté à convertir. N'oublions pas qu'en toile de fond, en général, en médecine fonctionnelle, on va corriger les cofacteurs qui sont indispensables à la conversion, typiquement sélénium, zinc, voire fer, et d'autres cofacteurs, évidemment, qui vont remettre la thyroïde en selle, comme par exemple l'iode, mais attention, l'iode, si mesuré et constaté comme étant déficitaire, et grande prudence dans les thyroïdites auto-immunes, très grande prudence avec l'iode dans les thyroïdites auto-immunes, ne donner qu'en cas de déficit avéré, et encore y aller là très gentiment, comme on dit, avec le dos de la cuillère. Mais donc tout ça fait que les autres patients qui sont mieux, qui sentent mieux, beaucoup mieux, de mieux en mieux, et voire qui ont arrêté le gluten, parce que ça aide aussi, j'en ai déjà parlé, des cas de thyroïdite auto-immune. Bref, tout ça fait qu'à un moment donné, surtout les sujets qui ont un génotype DIE2 homozygote sauvage, eh bien, ils commencent à être surdosés en T3. Et ça vous tombe sur la gueule après 3 mois, 6 mois, 3 ans, 6 ans. Et baf, et il y a une arythmie. Et c'est un problème médical. Alors, un certain nombre d'endocrinologues, en particulier les Anglais, se couvrent, se protègent de ce problème, de ce genre de faute médicale. Hein. C'en est une quand même si on n'a pas pris toutes ces précautions. Très simplement, ils ont trouvé la méthode miracle. Ben, vous savez, la médecine anglaise, elle est bonne pour les médecins. Si on suit leurs guidelines à la lettre, les médecins sont couverts. Bon, les patients ne vont pas bien, mais ça, c'est un autre problème. Et ils donnent de la T4. Ben, là, bon, là, les risques sont beaucoup moindres. Bon, je ne dis pas que s'il y a trop de T4, on peut aussi avoir des arythmies et des fibrillations auriculaires, bien entendu, mais ça, c'est quand même plus facile à surveiller, ça se passe plus progressivement, et rien qu'en surveillant la TSH, on est pas mal protégé. Enfin, on n'est jamais tout à fait protégé. C'est quand même des patients sous traitement hormonal thyroïdien qui ont besoin de suivi, hein. Et pas seulement de suivi clinique ou téléphonique ou par visioconférence, mais de suivi biologique. Donc voilà, c'est ça un peu le message d'aujourd'hui, c'est attention, ces traitements à base de T3 qui enchantent tout le monde au départ pour des raisons évidentes, parce qu'on a affaire à des patients en souffrance, et là, la conversion T4-T3 est à peu près systématiquement perturbée par ce phénomène. On arrive à la limite du territoire d'Oxo, vous l'entendez, qui miaule. Et donc, là, il commence un peu à traîner la patte. Il vient, hein, mais pas avec un enthousiasme démesuré. Et donc, ces patients qui, au début, tolèrent bien la T3, ben, à un moment donné, risquent de ne plus bien la tolérer. Et c'est là que le génotype DIE2 est très important. Donc, aux grandes dames, ou je dirais plutôt à la grande confusion, parce qu'ils ne comprennent rien à rien des régulateurs anglais, à qui j'ai eu affaire, à qui j'ai toujours affaire, enfin bon, de loin, c'est de penser que j'aime bien obtenir le génotype DIE2 plutôt pour ne pas donner de la T3, ou en tout cas pour ne plus en donner à un certain stade. Ça ils ne pigent pas ça. Pour eux, c'est un gène qui suggère une mauvaise conversion T4 en T3, et donc si je teste ça, c'est pour donner de la T3, des hormones thyroïdiennes à tout va. Bon, ben, c'est pas ce que je fais. Hein. Alors, on peut tout soupçonner de tout le monde. Les simplifications, évidemment, hein, c'est toujours le même problème. Et vous savez,
en médecine conventionnelle, on aime bien la simplification. Hein. Je trouve personnellement que en médecine fonctionnelle, quand c'est bien fait, ben, voilà, il y a beaucoup plus de place pour la subtilité, pour le doute. Hein. Et alors, j'essaye de... Est-ce que je vais faire ça moi maintenant? J'essaye de finir avec vous. Et on va voir si... En général, je ne me centre pas bien. Mais bon, j'espère que c'est plus ou moins ça. Donc il me reste... Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 2 minutes pour conclure. Donc voilà, j'espère que en shootant cette vidéo, dans ce cadre enchanteur, je vais peut-être aider certains à se mettre en mode alerte parce que ils ont quelques petits signes débutants d'une thyroïde un peu trop forte. Et typiquement, ça va consister... Le premier signe, c'est d'être un peu agressif, un peu trop agressif. C'est votre entourage qui le remarque. Alors, l'insomnie, puisque trop va donner aussi de l'insomnie. Besoin de beaucoup moins de sommeil. On dort... c'est incroyable, c'est génial, je dors maximum 6 heures, et je me réveille frais, etc. Oui, bon, c'est bien, mais à un moment donné, si on dort peu, voire moins de 6 heures, et qu'on est plein d'énergie, c'est en général qu'il y a trop d'hormones thyroïdiennes. Le problème, c'est que d'autres effets secondaires risquent de survenir dans les mois qui suivent ou les semaines qui suivent, et notamment des arythmies. Alors, des extrasystoles, hein, ou franchement une vraie arythmie. Bon, tout ça, évidemment, doit être absolument pris en charge et corrigé d'art en diminuant la T3. Je ne vais pas dire nécessairement de l'arrêter, mais en tout cas la diminuer et l'arrêter éventuellement quelques jours. Ça, c'est la méthode radicale. On arrête la T3 quelques jours pour voir si ces petits symptômes débutants disparaissent. Et là, voilà, on a déjà la preuve par la clinique que c'était ça le problème. Et alors, on réfléchit de voir ce qu'on réinstaure. Et de nouveau, là, le génotype DE2 est un élément utile pour prendre des décisions thérapeutiques pour la suite. Et ça, évidemment, c'est aux médecins de décider. Eh bien, voilà, on finit sur Goliath. Il nous reste quelques secondes. Il le sait. Il vous dit au revoir. À la prochaine vidéo. On ne sait pas encore exactement de quoi elle sera faite. Parce que il y a des webinaires, il y a des entretiens. Donc, du suspense. À bientôt.